Theo, Liam, Derek, Styles, Scott, Lydia, Malia sont 8 à partager la dépendance Sylva-Madère. Installés au sommet du point culminant, à 1493 mètres d'altitude, sur 609 km de superficie, en Allemagne, dans le massif de la Forêt-Noire, ils sont avertis et prévenus de la présence d'un pentagone des 7. Ils sont avertis et prévenus de la présence du pentagone des 7, un puissant massif de vagues. Le pentagone est accompagné de 5 vortex célestes ayant une influence sur le métabolisme humain, poussant la race humaine à se suicider. Seulement la nuit, il en est davantage beaucoup plus puissant. Ne se déplaçant qu'à la surface de la Terre, la force surnaturelle qui s'avance vers le massif des montagnes de la Forêt-Noire, Theo, Liam, Derek, Styles, Scott, Allison, Lydia et Malia en sont avertis. La force surnaturelle est impuissante sous terre. Lorsque Styles disparaît des radars de sécurité la nuit, c'est pour pouvoir trouver refuge dans un bunker que Styles est parti. Seulement Derek et les 7 autres, Theo, Liam, Styles, Allison, Lydia et Malia, craignent de pouvoir le retrouver seul, étalé dans un sentier, mort. Ils craignent tous de ne pas le retrouver vivant. Ils craignent de le retrouver mort dans un sentier. Seulement, Theo, Liam, Derek, Styles, Scott et Allison, ainsi que Malia, sont 8 à partager la dépendance Sylva-Madère et sont 8 à être persuadés que Styles est toujours vivant. Ils sont 8 à partir dans la forêt, 8 à être installés au sommet du point culminant, à 1493 mètres d'altitude. Ils sont 8 à devoir partir à la recherche de Styles. 8 à devoir partir à la recherche de Styles, 8 à devoir partir à sa recherche dans la forêt, pour pouvoir le trouver, espérant qu'il n'est pas déjà mort au bord d'un sentier. Les vortex sont stellaires. Ils ne se déplacent que sur Terre, mais au-dessus de nous, dans l'espace. Les vortex sont bel et bien stellaires. Ils se déplacent au-dessus de nous, par 5, dans un pentagone, juste au-dessus de nous. Ils se déplacent par 5. Ils arrivent plus vite que prévu. Ils sont stellaires, juste au-dessus de nous, mais pourtant ils ont une interaction sur la Terre, proche de nous. Aussi proche de nous qu'ils ne soient stellaires, le pentagone des 7, les 5 vortex, ont une influence terrestre par rapport au fait qu'ils se déplacent de manière stellaire dans l'espace. Ils ont tous une influence différente par rapport à nous. Chaque humain réagit différemment, mais chaque humain finit par se suicider. Allison était restée au poste ce soir-là pour pouvoir trouver comment réagir, comment comprendre, comment savoir quoi faire, comment comprendre ce que veut cette force surnaturelle. Allison ce soir-là était restée pour pouvoir comprendre ce que veut cette force surnaturelle. Qu'est-ce qu'elle veut? Car une force surnaturelle a toujours une vie en elle. Une force surnaturelle est toujours vivante quelque part. Donc c'est-à-dire qu'il fallait chercher à la comprendre. Il fallait rester. Il fallait que quelqu'un se porte garant pour pouvoir rester à l'intérieur et trouver la vie qu'il y avait dans cette force surnaturelle. Dans cette force surnaturelle, il y avait bel et bien une vie. Il fallait la trouver pour pouvoir la comprendre, savoir ce qu'elle veut et pouvoir enfin l'arrêter. Allison s'était portée garante pour pouvoir rester le soir. Elle s'était portée garante pour pouvoir rester le soir.
avec une maison comme celle-ci, à un point culminant des plus hauts, en Allemagne, dans la forêt noire. À un point culminant des plus hauts, cette maison comme celle-ci, le soir, on en avait une vue stellaire incroyable. Par le dessus du toit, qui était en verre, on en avait une vue incroyable du vortex. Le vortex des 5. Le vortex des 5, ce qu'on pouvait appeler les contours du pentagone des 7. Le pentagone des 7 était fait de 3 choses. Le pentagone des 7 était l'entièreté, c'est-à-dire le pentagone qui se déplace avec les 5 vortex. Ensuite, il y avait le vortex des 5. Le vortex des 5 sont les 5 vortex à chaque extrémité du pentagone. Puis il y a les 7. Les 7 personnes qui essayent de régler le problème par rapport à celle qui a disparu, Styles. Par rapport à Styles qui a disparu, les 7 sont les 7 personnes restantes qui règlent le problème. Ce sont les trois choses qui composent le pentagone des 7. Les 7 personnes qui règlent le problème, la personne qui prend un risque, qui ne compte pas, et ensuite le vortex à chaque extrémité qui forme les 5, et le pentagone qui se déplace, qui forme le pentagone des 7. Le pentagone des 7 est une force surnaturelle stellaire qui se déplace, mais chaque vortex a une influence différente. Chaque vortex a une influence différente seulement. Celle-ci est toujours la même et finit toujours par la même chose. Chaque vortex a une influence différente, mais celle-ci finit toujours par la même chose, le suicide. Mais celle-ci a une influence différente sur chaque personne. Une personne peut s'avérer devenir violente, autant qu'elle puisse devenir très calme, autant qu'elle puisse perdre la boule et ne plus savoir où elle est, ne plus savoir ce qu'elle fait. Cette personne peut s'avérer perdre totalement la mémoire et ne plus savoir qui elle est, où elle est, ce qu'elle fait, à quel endroit elle se trouve, ce qu'elle doit faire. Cette personne peut aussi s'avérer devenir de plus en plus faible, autant de manière physique que de manière en rapport avec la force, qu'en rapport avec le physique, autant qu'en rapport avec le physique qu'en rapport avec la force, cette personne peut s'avérer devenir de plus en plus faible. Certaines personnes réagissent de manière à devenir de plus en plus rachétiques. La dernière personne qui avait survécu s'avait avéré avoir survécu à 2 vortex. Celui qui te rend vulnérable et impuissant, qui te rend rachétique, et il avait survécu à celui qui te rend faible, qui te rend barge, qui te fait perdre la mémoire, qui te fait oublier. Il avait survécu à ces 2-là. Seulement les 3 autres l'avaient anéanti. Le poussant au suicide, cette personne a été retrouvée quelque part dans la forêt. En dessous d'un arbre, elle a été retrouvée dans la forêt. On a retrouvé son cadavre quelque temps après. Ses os étaient déjà disloqués. Ses os étaient déjà disloqués, la chair était en train d'être mangée par les vers. La chair était en train d'être mangée par les vers. Ses os étaient disloqués. Sa personne avait disparu. Il n'y avait plus son visage. Son visage était décharné. Il n'existait déjà plus quand on l'avait retrouvé. Seulement ses vêtements qui étaient éparpillés un peu partout sur les côtés. Allison, elle, faisait des recherches aux personnes qui ont survécu, à leurs témoignages, à ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu, ce qui s'était passé dans la forêt. Car cela touchait peut-être l'humanité, mais l'humanité, quand on y pense, Allison a fait beaucoup de recherches. Allison a fait beaucoup de recherches sur l'humanité lorsqu'ils ont été prévenus de cette force surnaturelle. Lorsqu'ils ont été prévenus de cette force surnaturelle, Allison a fait beaucoup de recherches sur l'humanité, sur la race humaine. Et elle en a conclu une chose, que beaucoup de témoignages parlaient qu'il y avait du mouvement dans la forêt. Lorsqu'elle approchait de plus en plus, il y avait de plus en plus de mouvement dans la forêt.
Les animaux commençaient à crier, à hurler à la mort. On pouvait entendre les loups, on pouvait entendre les cerfs, on pouvait entendre les chouettes, les hiboux, les corbeaux s'acharner en une nuée noire au-dessus des arbres. On pouvait entendre que cela ne touchait pas simplement le métabolisme humain, mais le métabolisme animal. Ça touchait tout simplement tout ce qui touchait à la biologie, tout ce qui était vivant. Tout ce qui touchait à la biologie qui était vivant, que ce soit une plante, que ce soit un arbre, que ce soit un animal, un humain, un être humain. Tout ce qui touchait à la biologie et qui était vivant, tout ce qui était biologique, vivant, qui avait un esprit, qui avait un conscient, était touché par cette force surnaturelle. Seulement personne ne comprenait pourquoi toutes les personnes finissaient par mourir. Addison avait regardé beaucoup de témoignages sur beaucoup de personnes qui ont survécu à certains de ces vortex. Mais toutes les personnes qui ont survécu à certains de ces vortex sont obligées de passer par les 5 pour pouvoir avoir survécu à la force surnaturelle. Seulement toutes les personnes qu'elle avait entendues, qui avaient témoigné, qu'elle avait écoutées, sont mortes car elles n'ont survécu qu'à un vortex ou à plusieurs, 2 maximum voire 3, car il s'avère que les vortex deviennent de plus en plus puissants à chaque fois qu'ils se montrent. À chaque fois qu'ils se montrent, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième ou le cinquième est la phase la plus difficile. Elle te pousse à la folie, à l'horreur, à la terreur. Tu as l'impression que tout ce que tu vois veut te menacer, veut te tuer ou veut s'en prendre à toi. Tu plonges dans la paranoïa, la démence, et tu finis tout simplement par te suicider. Lorsque tu finis par te voir toi-même, tu finis par avoir la menace du fait que tu veux t'en prendre à toi-même, et tu finis par te plonger dans l'inconscient de la démence et de la paranoïa. C'est un peu comme de la psychose, le dernier. Le premier stade est assez facile. Tu deviens rachétique, faible, tu deviens impuissant. Tout ce que tu as à faire, c'est te protéger et ne plus bouger. Le deuxième stade, lui, est un peu plus dur. Il te pousse à faire en sorte que tu ne comprennes plus les autres. Ce qui veut dire que peu importe ce que les autres te disent, tu ne les comprendras pas. Peu importe ce que les autres te disent, tu ne les comprendras pas. Tu iras toujours dans le sens opposé de ce qu'ils disent. Le troisième stade te pousse à faire des choses que tu n'aurais jamais fait auparavant, que tu ne ferais jamais auparavant, que tu ferais aux autres, qui finalement, les autres s'abattent contre toi, comme une malédiction un peu. Les autres s'abattent contre toi au troisième stade, se rendent compte que tu réagis différemment d'eux, ils ne sont plus d'accord, et ils s'attaquent à toi. Le quatrième stade est l'un des plus difficiles. Ils s'attaquent à la mémoire, au conscient, à la manière de réagir. Tu deviens violent, tu deviens incompréhensible, incontrôlable, et tu finis par t'en prendre à toi-même. Dès que tu remarques que les autres sont une menace, et que tu fais partie des autres, c'est la seule chose que te laisse cette force surnaturelle pour te manipuler. Le fait que tu fais partie des autres. Ce qui fait en sorte que tu t'en prends à toi-même, comme les autres veulent s'en prendre à toi. Le cinquième stade a tout simplement une influence sur ce que tu fais, sur ce que tu entends, ce que tu vois. Il te pousse tout de suite dans la démence, tout de suite dans la paranoïa, tout de suite dans l'incompréhension. Il te pousse dans le déni, dans l'oubli, dans la paranoïa et dans la démence. Le cinquième est le plus difficile. Il te pousse à faire des choses inimaginables, même impensables que tu n'aurais jamais pensé faire. Et finalement, tu les fais. Tu t'assieds et tu attends. Et après quelques minutes, après avoir attendu, dans la démence, dans la peur, dans la paranoïa, dans l'impuissance, dans la psychose de ce que te pousse à faire cette force surnaturelle, tu finis tout simplement par te tuer. Tu es retrouvé, mort, décomposé, en dessous d'un sentier, sous les arbres,
dans la pourriture, les animaux qui te mangent, les vers qui te rongent les os, la chair qui tombe et qui se décompose, la puanteur de la putréfaction. Tu es découvert et au 5e stade, tu finis par disparaître de feu et de cendres. Allison avait fait beaucoup de recherches sur tous les stades possibles. Toutes les personnes qui avaient survécu au premier, au deuxième, voire même une personne qui avait survécu au 3e, mais pas au 4e et au 5e. Aucune des personnes qu'elle avait entendues n'avait survécu et n'était encore vivante, car aucune d'elles n'avait été jusqu'au 5e. Seulement Styles, lui, avec Allison, avec Theo, avec Derek, avec Liam, avec Malia et avec Allison, Styles lui avait trouvé la solution pour survivre au premier, au deuxième, au 3e, au 4e et au 5e vortex. Il avait trouvé la solution pour survivre au 5, au 5e. Il avait trouvé la solution. C'était tout simplement de se protéger sous terre. Sous terre, la force n'a pas d'influence sur nous. La force surnaturelle n'a pas d'influence sur nous, n'a pas de contact avec nous, car elle ne survole que la terre. Ceux qui sont au-dessus ont une influence avec la force surnaturelle. La force surnaturelle a une influence avec les plantes, les arbres, les animaux, et aussi la végétation, ainsi même que ce qu'il y a sous l'eau. La végétation, la faune, la flore, les arbres et les êtres humains, la race humaine ainsi que les poissons et tout ce qui est aquatique qui se trouve sous l'eau, s'attaquent à eux-mêmes ou s'attaquent aux autres, et la chaîne alimentaire ne devient plus qu'un oubli. Lorsque cette force surnaturelle arrive, la chaîne alimentaire ne devient plus qu'un oubli, plus que quelque chose qui ne fonctionne à l'envers. Et de cette manière-là, on peut comprendre tout simplement qu'une force pareille pousse tout à se démener contre sa personne, contre les autres, contre sa volonté. Cette force surnaturelle pousse tout être vivant à se démener contre soi-même, à se démener contre soi-même, à s'acharner sur les autres, tel un chien qui aboyait à la lune, tel un chien qui aboyait à la lune, tel un loup qui criait le haut d'une falaise pour pouvoir signaler que sa meute est en danger, tel un chien qui aboie à la lune pour pouvoir se protéger, pour pouvoir protéger son territoire, tel un hibou qui crie le soir pour pouvoir prévenir de sa présence, tels des corbeaux qui forment une nuée noire dans le ciel. Toute la faune et la flore, ainsi que la race humaine, s'acharnaient les uns contre les autres. Il n'y avait plus aucun sens à la chaîne alimentaire, plus aucun. Allison remarquait alors que, dans les vastes étendues de ce qu'il y avait en dessous de la maison, au premier point culminant de la forêt, elle remarquait que dans les vastes étendues qu'il y avait en dessous de la maison, cette maison qui faisait partie de deux blocs blancs qui ressemblaient à des cubes, qui étaient posés l'un contre l'autre. Le premier étage était le laboratoire. Le deuxième étage était l'endroit dans lequel Theo, Liam, Derek, Styles, Allison, Malia vivaient ensemble. C'était la dépendance. La dépendance Sylva Mater était le deuxième étage. Le laboratoire, là où travaillait Allison le soir, était l'étage secondaire, l'étage en dessous. Ensuite, cette maison, constituée d'un laboratoire et d'une dépendance dans laquelle vivaient Allison, Malia, Scott, Derek, Styles, Theo et Liam, eh bien cette dépendance était constituée de l'endroit dans lequel ils vivaient, un salon, une salle de bain,
une salle à manger, une cuisine, des chambres, une chambre différente pour chaque personne. Il y avait un système de caméras, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'extérieur, les caméras étaient protégées par un dessous de verre qu'il y avait par-dessus. Un dessous de verre en plexiglas qu'il y avait par-dessus, qui protégeait la caméra des influences surnaturelles. Protégeant la caméra des influences surnaturelles ou des animaux qui pouvaient peut-être s'acharner sur la caméra comme étant ce qu'ils pouvaient croire être un animal, les animaux n'avaient aucune influence par rapport au fait qu'ils ne savaient pas que ce qui pouvait être autant immobile que mobile, pour eux, ce qui était immobile ou ce qui n'était pas mobile, qui était immobile, qui ne bougeait pas, pour les animaux, ce pouvait être autant une forme de démence. Ils pouvaient croire que ce qui était immobile et ce qui ne bougeait pas était quelque chose qui les menaçait du regard. Autant que nous savions que c'était des caméras. Nous les avons camouflées alors. Le soir, je me souviens que Théo avait grimpé. Il avait grimpé sur le toit et les avait camouflés par un dessous de verre, en dessous duquel se trouvait la caméra, et il avait mis des feuilles par-dessus, des arbres et des branchages, pour que les animaux ne confondent pas les caméras. Par-delà des animaux, ou un animal quelconque qui pourrait s'en prendre à eux, par-delà la démence de la force surnaturelle, il fallait prendre toutes les précautions pour pas que les animaux ne confondent les caméras extérieures avec un animal immobile qui pouvait être en pleine démence et qui avait l'intention de s'acharner sur les autres. Le soir, on a commencé à faire nos calculs, à essayer de comprendre ce que cherchait cette force surnaturelle, pourquoi voulait-elle s'en prendre à la faune, à la flore, à tout ce qui était biologique et vivant, à la race humaine, et surtout à nous. Pourquoi voulait-elle s'en prendre à nous 8? Pourquoi voulait-elle s'en prendre à Styles, qui a disparu du point culminant, lorsque surtout, il a disparu le soir du point culminant, il a disparu des radars, lorsque le taux de suicide était le plus haut. Lorsque le taux de suicide était le plus haut, le plus élevé, il a disparu des radars. Il n'est plus jamais revenu, on l'a plus jamais revu. Ayant peur de ne plus jamais le retrouver, on doit partir à sa recherche, dès l'aube. On avait tous l'intention de descendre par les ravins. Connaissant Styles, c'est par là qu'il a dû aller. On a donc traversé la forêt, traversé les rivières. On est passé par-dessous la maison. C'est avec la souplesse du chat que Théo, que Liam, que Malia, que Derek et tous les autres, sauf Allison, se sont transformés en loups. Allison marchait dans la forêt, avec son arc sur le dos, une flèche à la main, déjà prête à dégainer. Elle marchait dans la forêt. Elle était entourée de loups. Il y avait Malia à ses côtés, une louve brune, aux yeux jaunes. Il y avait Derek de l'autre côté, aux côtés de Malia, un loup noir, aux yeux rouges. Ensuite, il y avait Liam, un loup gris, aux yeux jaunes, de l'autre côté. À côté de lui, il y avait Théo, un loup brun, exactement comme Malia, de la même couleur que Malia, un loup brun, aux yeux jaunes. Allison était entourée de ses amis, métamorphosée en loup, mais cela ne changeait rien pour elle. Elle le savait déjà bien depuis longtemps. Scott, lui, était resté dans la maison. Il était resté dans la maison, gardant les caméras, gardant le laboratoire, gardant
tout simplement le lieu habitable, le temps que eux partaient. Gardant le lieu habitable, le temps que eux partaient, quand Scott est resté seul, quelques minutes après, lorsque Malia, Liam, Derek, Théo sont partis avec Allison, lorsque eux tous sont partis, Scott, quelques heures après, s'est rendu compte qu'une nuée de corbeaux qu'il y avait au-dessus d'un arbre, peu plus loin que dans la falaise, dans les profondeurs de la falaise, il y avait une nuée de corbeaux au-dessus d'un arbre qui dépassait le dessus de la cime de tous les autres arbres. Au beau milieu de la forêt, il y en avait un grand qui dépassait la cime de tous les autres arbres. Au-dessus, au point culminant de cet arbre-là, il y avait une nuée noire qui se déplaçait aussi rapidement qu'elle pouvait, comme pour attaquer quelque chose. On avait l'impression qu'elle se déplaçait aussi rapidement qu'un rapace qui attaquait une proie qui était au sol. Cette nuée noire de corbeaux qui se déplaçait si rapidement autour de cet arbre avait l'impression qu'il y avait des choses dans l'arbre qui avaient l'impression de leur attaquer. Ces choses dans l'arbre, qui avaient peut-être une influence eux aussi sur les corbeaux, les corbeaux avaient une influence sur ces choses qui se trouvaient dans l'arbre, avaient peut-être l'impression d'être menacés, d'être attaqués, de se sentir attaqués. Lorsque le vortex vint à se montrer dans le ciel, on put voir un vortex se former. Il était énorme, c'était le tout premier, celui qui nous pousse à l'incompréhensibilité. Celui qui nous pousse à l'incompréhensibilité poussait les animaux à la terreur, à la folie, à la peur et à l'angoisse. Poussant les animaux à la terreur, à la folie, à la peur et à l'angoisse, Théo remarqua une chose assez spéciale. Il se métamorphosa alors en lui-même, après être métamorphosé en loup, pour marcher dans la forêt, pour avoir plus facile, pour être plus rapide. Il se remétamorphosa en lui-même et dit alors à Allison, en regardant Malia, en regardant Liam, il dit alors à Allison, pourquoi nous, on ressent rien? Enfin, je veux dire, on est des loups, mais pourquoi on ressent rien? Allison s'est alors arrêtée, a rangé la flèche qu'elle tenait en main à l'arrière de sa ceinture, son arc à flèche qui tenait toujours derrière son dos. Elle dit alors, en s'arrêtant neutre, elle dit alors, en regardant Théo, qui était redevenu un loup, en regardant Liam, qui était un loup, en regardant Derek, qui était un loup, et en regardant Malia, qui en était un aussi. Elle réfléchit alors pendant un instant, regardant par terre, regardant ses copains qui étaient juste devant elle, Derek, Malia, Liam, Théo qui était à côté d'elle, tous assis en face d'elle. Elle les regarda les uns après les autres, métamorphosés en loup. Elle réfléchit, tout en se disant, c'est vrai ça. Pourquoi vous avez aucune influence sur la forêt, sur les vortex, alors que bel et bien tous les loups de la forêt, tous les animaux de la forêt ont une influence par rapport au vortex? Elle prit alors son arc, qu'elle remit sur son dos, sa flèche, qu'elle rerangea à sa ceinture, et elle questionna Théo, en lui posant quelques questions. Et Théo finit alors par lui dire, c'est sûrement parce qu'on est déjà des humains à la base, mais qu'on a le pouvoir de se métamorphoser en loup. Sur le moment, cette supposition ne paraissait pas bête. Cette supposition ne paraissait pas bête, car il est bel et bien vrai que Malia, que Derek, que Liam,
que Théo, que Scott, même s'ils n'étaient pas là, avaient tous le métabolisme d'un humain, mais avaient l'ADN d'un loup, quelque part, enfoui en eux. Mais ce n'était que l'ADN du loup, ce n'était que l'ADN, ce n'était pas l'entièreté. S'ils avaient le métabolisme d'un loup et l'ADN d'un humain, cela aurait été différent, ils auraient une influence peut-être. Mais c'est alors qu'Allison réfléchit. Elle dit alors, c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai quelque part, vous n'avez que l'ADN d'un loup, mais vous avez l'entière partie de vous qui est un humain. Pour le moment, le vortex n'avait aucune influence sur eux, car ils étaient partis assez tôt pour que le vortex ne se montre pas là où il passe. Il passait entre les sentiers, entre les endroits, car les vortex parcouraient surtout les endroits sur lesquels se montraient les animaux, la faune, la flore, ainsi que les êtres humains quand ils sortaient. La race humaine, quand elle sortait dans la forêt, se montrait souvent dans les sentiers, mais jamais entre. Les vortex parcouraient les sentiers, au-dessus. Allison soulevait souvent la tête et relevait souvent la tête pour pouvoir regarder au-dessus d'eux, mais le vortex n'était que à côté, pas au-dessus. Il fallait se trouver en dessous pour pouvoir réagir à une quelconque influence. Mais très souvent, elle relevait la tête pour pouvoir voir si le vortex n'avait pas bougé, n'avait pas dérivé de place, car le vent était fort ce jour-là. Ils étaient dans la forêt. Allison était devant, avec son arc sur le dos, sa flèche à sa ceinture. Elle tenait une hachette et elle ouvrait la voie. Avec la hachette, on pouvait voir qu'elle faisait des mouvements de gauche à droite, coupant les feuilles, les branches et les arbres. Elle ouvrait la voie, Théo marchait derrière. Très souvent, Théo avait la manie de se transformer en loup pour pouvoir avoir plus facile. Seulement les autres, ils restaient qui ils étaient. Il restait Liam, il restait Malia, il restait Derek. Les autres restaient qui ils étaient. Seulement Théo avait la manie de se transformer très souvent en loup pour pouvoir marcher. Cela énervait Allison, mais plus qu'autre chose, elle se concentrait sur le fait d'ouvrir la voie avec la machette. Dans la forêt, ils trouvèrent des cadavres un peu partout, de personnes qui avaient essayé de sortir de chez eux. On pouvait voir de loin le point culminant de la forêt, c'est-à-dire l'endroit dans lequel ils habitent, la dépendance dans laquelle ils habitent, Sylva Madère. On pouvait la voir de loin, au point culminant, près de cette grande falaise, cette grande roche grise, cette grande falaise, sur lequel juste au-dessus se trouvait un énorme nuage noir. Cet énorme nuage noir faisait partie de la réfraction de la lumière, qui se montrait souvent au point culminant. La réfraction de la lumière, qui se montrait souvent au point culminant, créait un faux nuage de brume au-dessus, car à l'extérieur il faisait froid, mais à l'intérieur de là où nous vivions, il faisait chaud. Cela formait de la brume juste au-dessus de notre maison. Un nuage de brume qui parcourait l'entièreté de notre maison, accroché à cette grande roche. Accroché à cette grande roche, la chaleur de l'intérieur, mélangée au froid de l'extérieur, formait une brume qui contournait la maison. La réfraction de la lumière, elle, formait des mouvements de lumière à l'intérieur. La réfraction de la lumière formait des mouvements à l'intérieur qui étaient réfractaires à toute lumière de l'extérieur ou de l'intérieur. On marchait dans la forêt désespérément, on coupait les branches, on marchait sur les arbres, on grimpait les arbres, on regardait en haut, en bas. Je demandais parfois à Théo d'aller hors des sentiers pour pouvoir voir s'il y avait quelqu'un. Il n'y avait pas souvent de personnes. Le plus souvent où ils trouvèrent des personnes, elles étaient déjà mortes. Depuis quelque temps. Depuis quelque temps, elles étaient déjà mortes. Le plus souvent, Théo tombait sur des cadavres. Cela ne me plaisait pas de devoir tomber sur des cadavres. L'odeur était abominable. Les personnes étaient souvent mortes depuis quelques jours.
On ne savait calculer depuis quand ils étaient morts, car cela devait faire bien longtemps. Ça devait faire bien longtemps qu'ils étaient morts. Nous parcourions la forêt, espérant tomber, peut-être, sur une piste qui nous mènerait à Styles. C'est alors que dans la forêt, contre un mur, encastré dans la roche, nous avions vu sa voiture, sa Jeep, encastrée dans la roche, coincée par un arbre qui était tombé derrière. On s'était sûrement dit qu'il avait eu un accident, ou qu'il avait peut-être tenté de se tuer en essayant de s'encastrer dans la roche quand il était au volant. Il avait peut-être tenté de se tuer, ou avait-il tout simplement essayé de fuir quelque chose? On ne savait pas encore. Mais Théo est rentré à l'intérieur de la voiture. Pour avoir un odorat plus aiguisé, il s'est métamorphosé en loup. A commencé à parcourir la voiture, du coffre jusqu'à la portière avant, de la portière avant jusqu'à la portière avant gauche, jusqu'à celle avant droite, de la portière arrière jusqu'à la portière arrière gauche, parcourir le dessus, l'extérieur, l'avant et l'intérieur, pour pouvoir voir s'il avait bien pris sa voiture ou si elle avait été posée là bien avant. Il avait bel et bien pris sa voiture. Il y avait encore l'odeur de Styles à l'intérieur. Mais seulement où était-il? Car à l'extérieur, plus rien. Seulement l'odeur de l'humidité, de la faune et de la flore, l'acharnement des animaux et le bruit des corbeaux qui s'acharnaient contre ce qu'ils voyaient et ce qu'ils sentaient. Plus aucun animal, plus aucun être humain ne pouvait faire confiance à son instinct. Car très souvent, Allison faisait confiance à son instinct pour pouvoir se protéger, pour pouvoir cibler la proie qu'elle était. Comme Allison disait, plus aucune chance de faire confiance à son instinct. Car chez les Argent, on faisait confiance à l'instinct pour pouvoir savoir qui on devait traquer, qui on devait tuer. Chez les Argent, on faisait confiance à l'instinct pour pouvoir savoir qui il fallait traquer, qui il fallait tuer, qui étaient les ennemis et qui n'en étaient pas. Ici, lors de ce phénomène, plus aucune chance de faire confiance à l'instinct. Plus aucune chance de faire confiance à son instinct, car si ça se trouve, l'instinct trompe. Si ça se trouve, l'instinct trompe, plus aucune chance de faire confiance à son instinct. Car si un animal fait confiance à son instinct sauvage pour pouvoir traquer sa proie, et qu'il traque une proie beaucoup plus grande que lui, beaucoup plus forte, beaucoup plus rusée et beaucoup plus perfide, il peut s'avérer qu'il se jette. Il peut s'avérer que parfois, si l'instinct nous trompe, que l'on traque une proie qu'on peut considérer comme étant moins forte, mais qu'on l'attaque et qu'on se retrouve face à une proie plus forte, plus rusée, plus perfide, plus intelligente, plus sournoise, il s'avère que peut-être l'instinct nous a trompés et qu'à cause de cette force surnaturelle, faire confiance à son instinct peut paraître parfois perturbant, voire même mortel ou fatal, car on peut s'avérer se jeter dans la gueule du loup. On peut s'avérer parfois se retrouver à se jeter dans la gueule du loup, lorsqu'autour de ce phénomène, on fait confiance à son instinct. Allison avait dit à Théo, avait dit à Liam, avait dit à Derek, avait dit à Malia, plus aucune chance que vous fassiez confiance à votre instinct. Si ça se trouve, vous vous jeteriez tout seul dans la gueule du loup. Ils ont alors tous réagi. Ils ont tous réagi, disant à Allison que ce n'était pas grave, que s'ils se jetaient dans la gueule du loup, un combat s'engagerait. Mais si seulement la personne, ou la chose, ou même l'animal, ou les animaux qu'ils allaient combattre étaient plus forts, plus rusés, plus perfides, plus sournois. Qu'allait-il se passer si Allison ne pouvait les combattre avec eux, ne pouvait tirer, ne pouvait cibler, ne pouvait lancer son arc à flèche
ou ne pouvait tirer sur la corde, ou même lancer sa flèche à main nue, si elle ne pouvait viser et faire confiance à son instinct pour pouvoir trouver la bonne cible, pour pouvoir trouver le bon angle, la bonne cible, le bon endroit où viser pour pouvoir tirer sur les prédateurs, ou sur les proies. Si elle ne pouvait trouver le bon angle, si elle ne pourrait réfléchir ou faire confiance à son instinct, comment allait-elle faire pour pouvoir les sauver s'ils n'avaient pas l'intention de ne pas faire confiance à leur instinct, mais de toujours le garder près d'eux, en cas de souci urgent ou en cas de problème? Lorsque cette force surnaturelle, au plus haut du point culminant, a commencé à s'approcher, nous ne le savions pas, mais nous étions au 2e stade. Théo a commencé à plus souvent, mais de plus en plus souvent. De plus en plus souvent, Théo a commencé à se transformer en loup. On pouvait voir que lorsqu'il était en loup, il ne faisait pas que nous suivre. Parfois, il se jetait sur Liam, parfois il se jetait sur Malia. Lorsqu'il se jetait sur Liam, on pensait souvent que c'était pour rigoler, pour jouer, ou pour le taquiner. Car seulement ce n'était pas ça. Lorsqu'il s'est jeté un soir, où nous étions partis, durant la nuit, pendant la disparition du phénomène du 2e stade du vortex, nous étions partis pendant la nuit. Théo a donc surgi de nulle part, métamorphosé en loup. Ses yeux jaunes brillants se sont jetés sur la gueule de Malia. Il l'a donc confrontée en duel, l'a menacée, lui a grogné dessus, et s'est acharné sur ses jambes. Malia est rentrée avec une ouverture dans la cuisse. Lorsqu'elle s'est remétamorphosée en elle-même, elle avait une ouverture dans la cuisse. Elle saignait à partir de l'entrejambe. Elle était éraflée à partir du bras, et elle avait une coupure dans l'avant-bras. Seulement, Théo, lui, j'ai dû l'enchaîner, avait dit Allison. Elle avait dû l'enchaîner. Elle avait dû lui mettre une chaîne autour du cou. C'était difficile de le maintenir, car l'influence devenait de plus en plus forte. Durant la nuit, l'influence était passée au niveau 3. Il ne pouvait plus comprendre ses amis. Il ne pouvait plus les comprendre, plus savoir ce qu'ils voulaient. Il ne pouvait plus savoir ce qu'ils voulaient, plus les comprendre. Il fonctionnait différemment de eux. Lui fonctionnait différemment de ce que lui disait ou de ce que eux disaient. Il ne les comprenait plus, il ne les entendait plus, ne les entendait plus parler. Il était comme devenu sourd à tout ordre qui avait été donné, toute objection qui avait été faite. Il était comme devenu sourd lorsque ça avait été fait. Un ordre, une objection, quelque chose qui avait été donné de manière brève et sûre pour pouvoir se protéger. Pour lui, tout ordre donné était totalement abject, totalement imbu de sens, totalement abject. Pour lui, chaque ordre donné n'avait aucun sens. C'est alors que cela passa au niveau 4, peu de temps après, mais toujours au niveau 3, il s'était retourné contre lui-même. On avait dû lui enchaîner les bras, les jambes, les mains, les poignets. Il avait essayé à maintes et maintes reprises. Théo avait essayé lorsqu'on lui avait accroché les mains, les jambes, les poignets, les chevilles. Lorsqu'on lui avait accroché les poignets, les chevilles, les mains et les jambes, qu'on l'avait mise dans une cage. Il avait essayé à maintes et maintes reprises, de se métamorphoser en loup, espérant que lorsqu'il se métamorphosait en loup, ses pattes seraient peut-être moins étroites et il pourrait se libérer des chaînes. Seulement non. Les chaînes avaient un mécanisme de rétrécissement lorsque le poignet était plus petit, que l'on mettait la chaîne autour. Cela reprenait la même taille que pour serrer quelqu'un à une chaîne. Ça rétrécissait. Donc il savait s'évader s'il n'y avait pas ce moyen-là, ce système-là.
Il savait s'évader s'il n'y avait pas ce système de rétrécissement. Seulement, en se métamorphosant en loup, il ne faisait qu'épuiser ses batteries. Il ne faisait que s'épuiser lui-même. Il ne faisait qu'épuiser ses batteries. Il se métamorphosait en loup, encore et encore. Seulement les chaînes rétrécissaient toujours plus. Lorsqu'il était un humain, elles se réagrandissaient, elles se resserraient, elles se refermaient. Lorsqu'il se métamorphosait, elles rétrécissaient, elles se resserraient et elles se refermaient. Il ne faisait que s'épuiser lui-même. Pendant longtemps, on l'a entendu crier, on l'a entendu hurler, on l'a entendu dire abondamment qu'il fallait le sortir de là immédiatement, que dehors c'était dangereux. Mais une fois rentré à l'intérieur, il ne pouvait s'empêcher de se transformer en loup, menaçant les autres. Menaçant les autres, c'est alors qu'on lui a mis un miroir devant lui pour lui faire reprendre conscience. Mauvaise idée, avait dit Allison. Mais les autres lui ont dit que lui faire reprendre conscience, la seule manière était de lui montrer qui il était vraiment. Lui montrer qui il était vraiment serait simplement une forme de psychose, s'acharnant contre lui-même, contre son reflet. Croyant que son reflet était une menace, il s'est acharné contre lui-même. On a retiré le miroir. On l'a donc enfermé dans une salle noire où il ne pouvait voir, où il ne pouvait entendre. Insonorisé, cette salle noire, où il ne pouvait voir, où il ne pouvait entendre, il était enchaîné au mur. À ce moment-là, il s'est calmé. Mais on est passé à la phase la plus difficile, la phase 4. La phase qui nous plonge dans une psychose, où l'on ne comprend plus qui on est, où l'on ne sait plus qui sont les autres. Cette phase qui nous fait oublier qui on était. On en était arrivé là. Dehors, les animaux s'acharnaient. On voyait de plus en plus d'oiseaux qui s'écrasaient contre les vitres. Volontairement, on avait vu un aigle qui s'était encastré dans la vitre. Ces aigles qui volaient, ces rapaces qui volaient, s'encastraient dans la vitre de plus en vent. De plus en plus souvent, ils s'encastraient dans la vitre. On pouvait voir leurs ailes qui essayaient de battre, mais seulement elles étaient coincées entre deux vitres. Elles étaient coincées entre deux vitres, leurs ailes qui essayaient pertinemment de battre, étaient coincées entre deux vitres. Lorsque l'aile allait vers le haut et descendait vers le bas, on pouvait voir des lacérations qui se faisaient dans la chair de l'aigle. L'aigle était coincé pertinemment, il hurlait. Il a tellement hurlé, il a tellement ouvert le bec, il a tellement essayé de bouger qu'il s'en est lacéré les veines, qu'il s'en est lacéré les artères, qu'il s'en est lacéré les os. Jusqu'à l'os, il avait des lacérations sur l'os. Il avait tellement bougé et tellement essayé de se débattre qu'il en est mort sur la fenêtre, accroché et embroché dans les bouts de verre. L'acharnement, la psychose, la démence, la peur, l'effroi, tout ça l'avait tué, en une seule fois, d'un seul coup. En une seule fois, d'un seul coup, la démence, la psychose, la peur et l'acharnement l'avaient tué. Comme si une boule de stress, d'acharnement, de peur et de haine lui était tombée dessus. De plus en plus, on pouvait entendre en dessous de nous, en dessous de la dépendance, en dessous du laboratoire, on pouvait entendre de plus en plus des cerfs qui se battaient. On pouvait voir des cerfs qui se battaient. On pouvait voir des aigles qui se pourchassaient dans les airs. Il y avait des aigles qui se pourchassaient dans les airs, des corbeaux qui faisaient des amas de nuées noires, qui tournaient tout autour des arbres de plus en plus vite, sachant que peut-être dans les arbres des animaux les menaçaient, qui ces mêmes animaux se sentaient menacés par les corbeaux. Ces nuées noires qui tournaient de plus en plus vite, ces corbeaux qui se pourchassaient et qui finalement atterrissaient dans nos vitres, qui étaient tout le temps réparées, nos vitres qui étaient réparées, mais qui finalement se cassaient à nouveau, dans lesquelles des corbeaux venaient s'encastrer, se tuer par la peur, la haine, la démence et la psychose. Finalement, tout ça, toute cette forêt, n'est devenue plus qu'un amas de... Cette forêt n'est devenue plus qu'un amas de cendres, de psychose, de peur, de haine. C'était une forêt qui était jonchée d'animaux calmes et humbles, qui embellissaient la forêt. Ces animaux calmes et humbles, ces poissons
la faune et la flore qui embellissaient la forêt, étaient finalement plongées dans la démence, dans la peur, dans la colère, dans le stress. Ils étaient plongés dans la démence, dans le stress, dans la peur, dans l'angoisse, dans la psychose, la démence, la paranoïa. Tout ça, les animaux étaient plongés dedans, ne savaient plus en sortir. Ils ne savaient plus en sortir, tel un papillon qui avait une espérance de vie de 2 jours. Tel un papillon qui avait une espérance de vie de 2 jours, on pouvait voir la forêt qui était en train de littéralement s'éteindre. Animaux après animaux, faune après flore, on pouvait voir la forêt qui était littéralement en train de s'éteindre. La seule remarque qu'a fait Allison, c'est que dans des forêts pareilles, à Beacon Hills, on n'a pas besoin, mais vraiment pas besoin, de feu pour détruire une forêt. Dans des forêts pareilles à Beacon Hills, ou quelconque forêt, telle que celle-ci, la forêt noire, en regardant par la fenêtre, en mettant ses mains sur la fenêtre, en les aplatissant contre, en regardant les animaux s'acharner les uns contre les autres, les cris des oiseaux et les animaux à terre qui s'acharnaient les uns contre les autres. En regardant tout ça, Allison, la seule remarque qu'elle a fait, en mettant sa main contre la vitre, c'est on n'a pas besoin de feu pour détruire une forêt. C'est la seule remarque qu'elle a dite. Après ça, tous les animaux ont commencé à s'acharner les uns contre les autres. On a commencé à essayer de trouver un moyen de pouvoir sortir sans l'influence de cette force paranormale. Cette force paranormale et surnaturelle venue de l'espace, car elle était stellaire, mais elle touchait la Terre, elle avait un impact avec nous, avec la race humaine. Il fallait trouver un moyen maintenant de comment sortir sans avoir un impact avec cette force stellaire, ce vortex des 5, le pentagone des 7. Il fallait trouver un impact maintenant pour pouvoir faire ressurgir cette force vers l'endroit d'où elle est venue. Il fallait la faire réfléchir. Il fallait faire réfléchir cette force pour qu'elle puisse ricocher sur nous comme un ricochet sur l'eau. Pour qu'elle puisse ricocher sur nous et ne pas avoir d'impact sur notre personne, il fallait trouver une sorte de combinaison, quelque chose qui pourrait nous immuniser contre cette force surnaturelle. Seulement faire en sorte que cette force surnaturelle ne nous atteigne pas et ne fasse qu'un ricochet, comme un ricochet sur l'eau, finisse par rebondir de là où elle est venue. Il fallait trouver un moyen de faire en sorte qu'elle puisse ricocher sur nous, comme un ricochet sur l'eau, qui arrivait tout au bord de la rive et qui finissait par couler plus loin. Il fallait trouver un moyen que ça ait le même impact, sauf que ça ne finirait pas par couler. Il fallait trouver un moyen. Il fallait trouver le moyen que ça ait le même impact, mais que ça ne finisse pas par couler comme un caillou dans l'eau. Il fallait trouver un moyen que ça ait une réfraction et que ça revienne à l'endroit d'où c'est venu. Que ça n'ait pas d'impact sur nous. On a essayé de chercher comment faire des combinaisons. On a essayé de sortir avec des combinaisons. Seulement, la réfraction de cette chose, la manière dont elle surgissait, l'endroit stellaire, le 4e vortex, la manière dont il surgissait de dehors, avait un impact autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On pouvait sortir habillé avec une combinaison par-dessus nos vêtements. Ça avait toujours quelque chose de plus fort qui pouvait nous atteindre. Il fallait trouver quelque chose qui puisse nous protéger. Sans combinaison, sans qu'on puisse avoir à se protéger, il fallait trouver quelque chose qui puisse nous protéger, qui puisse faire de nous des personnes immunisées à cette chose. Seulement, il fallait comprendre déjà ce qu'elle voulait. Voulait-elle simplement l'extinction de la race humaine? Ou voulait-elle autre chose?
Lorsqu'on a compris, cette force surnaturelle, en fait, ne voulait que accumuler autant de puissance que le peuvent les humains, la puissance destructrice qu'ont les humains, à avoir forgé leur propre planète. Les humains qui ont été capables de forger leur propre planète, de créer leurs propres habitations. Cette force surnaturelle voulait comprendre l'impact que les humains avaient sur la Terre. Pourquoi détruisaient-ils leur propre habitation? Cet être qui possède deux hémisphères, mais qui ne se sert que de 10% à la fois, cet être qui est l'être humain qui ne se sert que de 10% de la matière grise de son cerveau à la fois, en ayant 100%, Allison en a fait des recherches et a dit que l'être humain, devant tout le monde, un soir, il a dit « J'ai fait des recherches ». Et Allison a donc dit à tout le monde, à Derek, à Liam, à Théo, à Malia, à tout le monde. Elle a donc dit, si on comprend bien la réfraction que ça a sur nous, ça nous atteint même si on sort en combinaison. Mais cette chose ne veut pas détruire, elle a une raison d'être là. L'être humain a un cerveau qui tourne en permanence, hyperactif. Cette chose qui tourne autour de nous tourne de manière hyperactive à 5 hémisphères qui sont 5 vortex, et nous, on en a 2 qui fonctionnent de manière hyperactive jusqu'à 100% de limite. Si on comprend bien l'être humain qui n'utilise que 10% par rapport aux 100% dont on ignore aujourd'hui, c'est le 5e jour. Le 5e jour, c'est la venue du 5e vortex, celui qui nous plonge dans la démence, celui qui nous plonge dans la paranoïa, celui qui nous plonge dans la démence, la paranoïa, la perte de la conscience, le fait de devenir incontrôlable, la démence, la paranoïa, la psychose, ce 5e vortex qui est plus fort que tout ce qu'on a pu imaginer, qui va nous plonger dans tout ce qu'on a cité, la démence, la paranoïa, la psychose, l'incompréhension, qui va nous forcer à attendre une manière douloureuse de pouvoir se suicider. Aujourd'hui, Allison avait compris que cette chose est biologique. C'est une chose biologique, donc elle n'est pas là par hasard. Elle n'est pas au-dessus de la forêt noire par hasard. Cette chose est biologique, c'est-à-dire qu'elle est comme nous. Elle est comme nous, elle est biologique. Elle a un corps, elle a un conscient, elle a un corps, elle a une vie, elle est biologique, elle est faite de cellules souches, d'ADN, elle est faite de matière grise. Cette chose est vivante, ce qui veut dire que le pentagone des 7 est une cellule souche faite à base de matière grise, vivante, tout comme nous, qui a une conscience, qui a des réactions, qui a une manière de réagir, qui a un but précis. Son but précis est de comprendre l'être humain, ce qui veut dire qu'elle est là pour nous analyser. Elle ne sait pas encore que l'être humain ne possède que 10% de ses capacités cérébrales, mais qu'il n'en utilise que 10%, qu'il en possède 10%, mais qu'il n'en utilise que 10% à la fois. S'il en possède 10%, qu'il n'en utilise que 10% à la fois, mais qu'il en a 100%, qui sont actifs, qui sont hyperactifs en permanence, que les 5 vortex au-dessus de nous fonctionnent comme l'être humain, sont actifs et hyperactifs en permanence, c'est-à-dire que le pentagone des 7
fonctionne de la même manière que nous, mais analyse le fait que nous fonctionnons que de manière à utiliser 10%. Seulement le pentagone des 7 fonctionne par 5 étapes. Par 5 étapes, le pentagone des 7 reste au-dessus de nous, tant qu'il n'aura pas trouvé pourquoi l'être humain n'utilise que 10% à la fois de sa matière grise. Tant que le pentagone des 7 n'aura pas compris pourquoi l'être humain n'utilise que 10% de sa capacité cérébrale à la fois, alors qu'il en a 100% éveillé, mais qu'il néglige les 90%, ne sachant pas ce qu'elles font, négligeant les 90%, ne sachant pas ce qu'elles font, il n'en utilise que 10 à la fois. Tant que le vortex des 5, le pentagone des 7, n'aura pas de réponse. Sous ces deux noms, tant que cette forme de cellule souche, à base d'ADN et à base de matière grise, tout comme nous, vivante et biologique, n'aura pas de réponse, elle restera là, elle nous martyrisera dans la psychose, la paranoïa et la perte de compréhension. Elle nous martyrisera jusqu'à ce qu'elle nous pousse à tous mourir pour pouvoir avoir beaucoup plus facile à comprendre l'être humain. Pourquoi réagit-il ainsi? Lorsqu'Ellison a compris que tout ce que nous voyons est biologique, provient de cellules souches, de matière grise, tout comme un être humain, cela veut dire que ce que nous entendons, ce que nous voyons et notre manière de réagir n'est qu'illusion et n'est que vision. Une vision peut être corrompue, peut être arrêtée. Tout comme un virus qui peut être arrêté, qui peut être corrompu, qui peut être effacé. Il suffit de trouver un vaccin qui pourrait aider, qui pourrait trouver comment arrêter les visions. Mais ce qu'il faudrait, c'est faire descendre. Il faudrait faire descendre une partie d'un vortex, n'importe lequel, pour pouvoir obtenir une cellule souche, une matière grise, et comprendre comment il fonctionne. À partir de là, je pourrais retirer ce qu'il y a à l'intérieur, une cellule souche, une particule, une ADN, comprendre et créer un organisme génétique qui pourra nous aider à être immunisés. On a compris donc que ce vortex cachait la Lune. Seulement, il fallait essayer de trouver un moyen pour qu'il ne cache plus la Lune, ce qui ferait en sorte que la Lune ait de nouveau une influence sur les marées basses et les marées hautes. Si la Lune a une influence sur les marées basses et les marées hautes, ça veut dire qu'elle a une influence aussi sur les nuages, la manière dont fonctionne le temps, ce qui veut dire qu'elle peut faire descendre cette chose. C'est alors qu'on a essayé de percer les nuages. Lorsque les nuages ont disposé et ont commencé à s'étaler de plus en plus, sont devenus de plus en plus infimes. On a attendu qu'ils deviennent blancs et beaucoup plus infimes. Ils se sont écartés par elles seules. Ils se sont écartés. On n'a pas eu à faire grand-chose. On a eu à percer un nuage avec quelque chose qu'on n'avait jamais utilisé auparavant. On avait un hélicoptère sur le toit. On l'a pris, on a ouvert la porte, on est allé dans le ciel. On s'est mis à la base des nuages et on a fait fonctionner les hélices. Ce qui a formé un trou dans le vortex, qui a fait en sorte que les nuages dissimulés disparaissent, ce qui a fait en sorte que la réfraction de la Lune sur la mer, réapparaisse, faisant de nouveau fonctionner l'intérieur de la marée haute et la marée basse. Le vortex est descendu, le troisième vortex est descendu. Le pentagone des 7 est descendu lui aussi. On a pu atteindre, en ouvrant la fenêtre, une partie. On a enlevé une cellule souche, une ADN,
Et on a compris que cette manière, on a compris que ça pouvait être dû au conscient, que tout était dû au conscient, et à la manière de conscientiser les choses, on a compris que tout était dû au conscient. Donc il ne fallait simplement même pas essayer de comprendre cette chose, mais que tout simplement ce qu'on voyait, il fallait arrêter d'y croire. Lorsqu'on a entendu un cri venant du plus profond de la forêt, on est descendu et on est parti. On a commencé, à chaque fois qu'on commençait à avoir une réfraction avec... À chaque fois qu'on avait une réfraction avec la cinquième phase, lorsqu'on avait une réfraction à chaque fois on a commencé à se dire qu'il fallait oublier, qu'il fallait arrêter de penser, et qu'il fallait se dire que ça n'existe pas, que ça ne fonctionne pas comme on le pense. Et à chaque fois ça fonctionnait. Cette chose disparaissait. On regardait au-dessus de nous, il n'y avait plus de vortex, plus aucun. Et plus on avançait, plus on avait une réfraction plus on se disait que ça n'existe pas, plus on se disait que ça ne fonctionne pas comme on pense, plus ça disparaissait. Quand on arrêtait de penser ça réapparaissait. On regardait en haut, ou en tout cas l'un de nous regardait en haut, vers le haut, et une nouvelle fois, on se disait que ça n'existait pas, que ça ne fonctionne pas comme on le pensait, et ça disparaissait. On est arrivé jusqu'à cette voix qu'on a entendue, qu'on entendait de plus en plus proche. Lorsqu'on l'a entendue de plus en plus proche, Théo s'est transformé en loup, Liam aussi. Ils ont tous les deux accouru, et ont trouvé Styles, qui n'avait pas trouvé le bunker, mais qui s'était tout simplement mis en dessous de sa Jeep, pensant que peut-être la réfraction n'atteindrait pas le Jeep, car la Jeep qui est faite de métal, de fer et de tôle, peut-être que ce n'était pas la même chose que la Terre, ou peut-être que c'en était la même chose. Il s'était donc mis sur la Jeep et avait remarqué que sous le fer, sous la tôle, sous la Jeep, en dessous, il avait remarqué qu'il n'y avait aucune réfraction avec ce qu'il y avait dans le ciel. Il avait attendu là pendant tellement longtemps, mais personne n'avait pensé qu'il était encore vivant. On était tous persuadés qu'il n'était plus là, qu'il était mort, qu'il était quelque part allongé, qu'on allait le retrouver, qu'on allait devoir l'emmener et l'hospitaliser, mais on l'a retrouvé sous une Jeep, criant à l'aide, espérant le sauver. On est tous arrivés. Théo a pris sa jambe légèrement dans sa gueule, l'a tiré vers le fond, vers le côté de la Jeep, sur le côté droit. Il l'a tiré vers le côté, prenant sa jambe dans sa gueule. Styles qui s'est alors relevé, essuyant son t-shirt, enlevant la poussière des feuilles et la boue qu'il avait sur lui. Quand on est rentré, Théo s'est approché de Styles et lui a dit « Ah, en fait pas de quoi, hein ?» Styles a tout simplement répondu « Pas de quoi, quoi ? Tu m'as bouffé la jambe pour me sortir de là, je te rappelle. » Théo a de nouveau une fois répondu « Oui, pas de quoi. » Styles l'a donc regardé avec un regard un peu négligent. Il l'a regardé et il a dit « Bon merci si tu tiens tant. » Lui ayant dit « Merci si tu tiens tant », Théo est donc parti, s'est mis à côté de Liam. Derek avait retrouvé Styles. Théo, lui, avait retrouvé Liam. Ils étaient tous les deux dans le fauteuil. Et on put remarquer que le vortex avait disparu, que le ciel était revenu, que la lune avait de nouveau une influence sur les vagues, la marée basse et la marée haute. Tout était revenu à la normale. Derek avait pris Styles dans ses bras. Il s'était assis sur le fauteuil, il l'avait pris dans ses bras. Il était content de le retrouver. Styles lui avait dit qu'il était aussi content, tellement content, car il avait eu peur, tellement peur que des animaux puissent s'attaquer à lui, sentir son odeur, ou même le voir et l'entendre. Il avait tellement peur. Ils sont restés dans le fauteuil pendant un certain temps, jusqu'à ce que Styles parte, et dise alors à Derek « Moi je vais prendre ma douche, parce que je me sens dégueulasse, je pue la terre, la boue,
et j'ai encore l'impression que cette force surnaturelle me tourne autour. Il est donc sorti prendre une douche dans la salle de bain. Il en est ressorti avec Derek qui le regardait. Styles qui lui répondit « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Derek a simplement dit « Non, rien, c'est juste que t'es en vie. » Et voilà quoi. Styles lui a dit alors « Quoi, t'as cru que j'étais mort ?» « Oui, j'ai cru que t'étais mort, oui. » Ils ont discuté de ça pendant longtemps, pendant très longtemps. Le fait que Derek avait cru qu'il était mort. Que Theo, Allison, Scott qui était resté là, qui leur avait ouvert la porte aussi vite que possible lorsqu'ils étaient revenus en hélicoptère. Oui, ils avaient bel et bien tous cru que t'étais mort. Ils avaient bel et bien tous cru qu'on allait retrouver ta carcasse sur un sentier. Mais t'es vivant. Et c'est pour ça que je te regarde. Ils ont discuté pendant tellement longtemps de ça que Styles a même cru à un moment donné qu'il en avait marre de les entendre dire qu'il était presque mort. Il en avait presque marre de les entendre dire qu'il était presque mort, qu'il l'avait cru mort. Mais seulement, il savait que c'était pour le protéger. Il savait que c'était ses amis et que c'était pour le protéger, que c'était du fait qu'ils avaient eu peur pour lui. Il en avait presque marre du fait qu'ils n'arrêtent pas de lui dire qu'ils avaient peur pour lui, qu'ils avaient eu peur pour lui dans la forêt, qu'ils n'avaient pas cessé de chercher dans les broussailles, qu'ils n'avaient pas cessé de chercher entre les arbres, entre les sentiers, en dehors, sur les sentiers, dans la forêt humide, autant le soir que la journée. Ils n'avaient pas cessé de chercher, ils avaient l'espérance que tu étais peut-être encore en vie, mais cette espérance était toute petite. Lorsqu'on t'a retrouvé, ça a été un énorme soulagement. Scott surveillait la maison, et bien avant Scott, ça a été au tour d'Allison de surveiller la maison. C'est elle qui a trouvé comment fonctionnait cette chose. Comment créer un remède à partir de cellules souches, car il paraît que cette chose était biologique comme nous. Seulement, cette chose biologique comme nous avait un impact fort sur nos vies. Il y avait un premier stade, il nous poussait peut-être à ne plus comprendre. Le deuxième, qui nous poussait à l'incompréhensibilité des autres, donc on ne comprenait plus les autres. Cette fois-ci, c'est plus nous qu'on ne comprenait pas, mais c'est les autres. Ensuite, il y avait le troisième, qui nous poussait à la peur, la panique et l'angoisse. Ensuite, le cinquième et le quatrième, qui étaient les plus terribles, dans lesquels on sombrait dans la psychose, la paranoïa. Et ensuite, on se détruisait soi-même. Mais tous les stades finissaient par la même chose, le fait de s'autodétruire soi-même. On trouvait un moyen pour pouvoir se tuer. On avait pensé que tu n'avais pas survécu, car lorsqu'on t'a retrouvé, on était bientôt arrivé au cinquième stade. On avait pensé que tu étais déjà mort au quatrième stade, voire même pire, que tu n'avais pas survécu au troisième, mais seulement, tu avais compris, bien avant nous, que le seul moyen de se protéger de ces choses, c'était de trouver un abri anti-atomique, anti-nucléaire, de se mettre sous une voiture, quelque chose de solide, de se mettre sous terre. Tu avais compris que cette chose ne planait pas seulement autour de la Terre, mais planait au-dessus de nous. Elle planait au-dessus de nous, autour de la Terre. Ceux qui étaient sur Terre en avaient peur, sombraient dans la panique, sombraient dans l'angoisse, sombraient dans la terreur, sombraient dans la psychose, la paranoïa et l'autodestruction. Les personnes qui étaient au-dessus de la Terre, qui étaient au-dessus, sur Terre, sombraient dans tout ça, la peur, l'angoisse, l'autodestruction, et sombraient dans la paranoïa et la psychose, et finissaient par s'autodétruire. Mais toi, t'avais compris bien avant nous qu'il fallait se cacher sous terre pour pouvoir trouver un moyen d'échapper à ça. Ça veut dire que t'es resté pendant tellement longtemps sous cette voiture. Ça fait 5 semaines, car chaque laps de temps qu'il y avait entre chaque vortex
fonctionnait entre un temps estimé entre 1 semaine et 2 semaines. T'es resté jusqu'à 1 mois, 2 semaines, 4 semaines sous cette voiture. On se demande tous comment t'as même fait pour survivre, mais si t'as réussi, tant mieux. On a trouvé un moyen pour s'auto-immuniser, mais à part ça, tout ce qu'on sait, c'est que t'as survécu. Que enfin, maintenant, dans la dépendance, tout le monde est au complet, qu'on va pouvoir reprendre une vie normale, qu'on a vu disparaître cette chose, mais que cette chose était plus forte qu'on ne le pensait. Seulement, est-ce que les animaux ressentent encore la présence de cette chose? Va-t-elle revenir? Fonctionne-t-elle sur un tel laps de temps de cycle? Car elle revenait toutes les semaines. Toutes les semaines passées, elle revenait, elle réapparaissait. Au second cycle, elle réapparaissait. Était-elle prévu qu'elle revienne dans un laps de temps comme une éclipse? Était-il prévu qu'elle revienne dans un laps de temps comme une éclipse? Personne ne le savait. Était-ce peut-être un avènement ou une force surnaturelle qui était tout bonnement alien? Était-ce quelque chose d'alien qui finissait aussi par nous plonger dans l'aliénisme? Allait-elle être plus forte? Allait-elle revenir peut-être en hexagone? Allait-elle revenir en hexagone peut-être plus tard? Peut-être que plus tard, elle allait revenir en hexagone. Si ça se trouve, des vortex vont se rajouter, des levels vont encore arriver, seront de plus en plus forts, et si ça se trouve, cette fois-ci, elle atteindra son but. Trouver comment l'humain fonctionne, et détruire l'humanité, la race humaine, et arriver à bout de l'extinction de la race humaine. Atteindra-t-elle son but quand elle sera sous l'influence d'un hexagone? Que se passera-t-il ensuite? Personne ne le sait, mais on est au complet, et le pentagone des 7 a disparu. Mais nous n'avons pas encore été prévenus de ce soir-là, lorsque le pentagone des 7 avait disparu. Scott était parti voir le moteur de l'hélicoptère, voir s'il n'avait pas été endommagé. L'hélice s'était mis en route, cela a fait un bruit perturbant, mais bon, à part ça, le bruit perturbant de l'hélice n'avait pas endommagé le sommeil de Derek et Styles, qui dormaient dans le même lit, l'un en face de l'autre, qui se regardaient, qui s'étaient embrassés, lèvres contre lèvres, quand Styles s'était retiré, s'était levé, avait été mettre un t-shirt et un boxer, après avoir pris sa douche. Il s'était mis dans le lit auprès de Derek, l'avait embrassé, avait retiré ses lèvres, l'avait regardé, lui avait passé les mains dans les cheveux, tout en laissant sagement sa main d'un geste infime contre l'arcade sourcilière de Derek. En passant sa main dans les cheveux, le long de sa joue, il l'embrasse une nouvelle fois, et Derek fit de même. Il passait sa main dans les cheveux de Styles, et lui laissa un petit geste infime sur l'arcade sourcilière. Ils regardèrent ses yeux, tout en entendant les hélices de l'hélicoptère qui étaient en train d'être vérifiées par Scott. Ce soir-là, Allison avait entendu une info qui leur était venue. Dans 1 an et 7 mois, l'arrivée de l'hectagone des 8. Qu'allait-il arriver à ce stade-là? Beaucoup plus de vortex, beaucoup plus de symptômes. Comment allait-on tous réagir? Comment est-ce que la biologie, la race humaine, les plantes, les arbres, la faune, la flore, la race humaine et les humains allaient réagir? Autant les animaux que les loups, comment allaient-ils réagir? L'hectagone des 8, le pentagone des 7, tout ça, comment allait-il réagir dans 1 an et 7 mois? En dessous dans le laboratoire, il y avait Allison sur le PC, qui regardait pertinemment s'il y avait encore une vague de paranormal qui allait arriver. Elle regardait s'il y avait une vague de paranormal qui allait arriver, mais juste à côté d'elle,
il y avait Scott, assis sur le bord du toit, juste au bord de la falaise. Juste au bord de la falaise, il était assis avec Allison. Il était assis avec Allison, qui en même temps de son PC, à l'extérieur, au bord du toit, près de Scott, qui vérifiait les palmes de l'hélicoptère, qui vérifiait le moteur de l'hélicoptère, ainsi que Allison sur son GSM et sur son PC à l'extérieur, assis les jambes dans le vide, tout au bord de la falaise, les jambes dans le vide, regardant le regard vers la lune, assis au bord de la falaise, sur le toit de la résidence. Elle regardait son PC, et de temps en temps elle levait les yeux au ciel, voir si le vortex avait disparu, s'il avait vraiment disparu, si une deuxième vague se préparait, mais rien dans le ciel, juste la pleine lune. Juste la pleine lune qui éclairait le ciel noir. Et à l'extérieur, il y avait aussi Scott, avec l'hélicoptère, qui regardait comment faire. Il regardait comment faire avec l'hélicoptère, vérifiant les palmes, vérifiant le moteur. Il était assis, à côté de l'hélicoptère, sur l'une des rampes de l'hélicoptère qui était posée à terre. L'une des rampes de l'hélicoptère qui était sur la piste d'atterrissage, sur laquelle l'hélicoptère était posé, il y avait l'une des rampes sur lesquelles il était assis. Il regardait Allison, les yeux dans le vide, qui regardait le vide de la montagne qui plongeait vers le bas, cette vue plongeante à travers laquelle on pouvait voir des falaises, des rochers, la forêt et les animaux qui étaient redevenus calmes, la faune et la flore qu'on pouvait de nouveau entendre, les rapaces qui tournèrent de nouveau en rond, lentement, plus si vite que lorsqu'il y avait la vague de paranormal. Les animaux qui ne se prenaient plus la tête les uns contre les autres, qui ne se confrontaient plus les uns contre les autres. Les yeux dans le vide, elle regardait vers le bas, elle regardait ses jambes dans le vide, se balancer. Elle regardait en même temps dans le bas, dans le vide, elle regardait dans cette vue plongeante. Elle regardait ce qu'il y avait, les animaux calmes, la forêt, le vent qui passait entre les arbres et les feuilles. Et juste en dessous d'eux, de Scott et Allison, qui étaient tous les deux l'un à côté de l'autre, bras dessous, et qui regardaient la forêt, dans cette vue plongeante dans le vide, ainsi que Scott qui était en train de réparer les palmes et de faire un inventaire du moteur de l'hélicoptère. En même temps qu'il faisait cela, et en même temps que Allison était sur son PC, il regardait la vue plongeante de la maison qui était jonchée le haut d'une falaise. Cette résidence plongée dans le haut d'une falaise. Cette vue plongeante, cette résidence qui était mise sur un rocher tout en haut, au point culminant de la forêt. Au point culminant de la forêt noire, cette résidence qui était mise tout en haut, par-delà la vue plongeante, on pouvait voir que juste en dessous de Scott et Allison, il y avait Liam et Théo. Théo qui était sous la douche, qui demandait à Liam ce qu'il faisait, pourquoi il était dans le lit allongé avec son PC sur les genoux, qu'est-ce qu'il faisait. Il lui dit alors en sortant de la douche avec un boxer noir et avec un t-shirt diesel, il sortit et il dit à Liam, « T'es là depuis quand ?» Liam le regardait avec la main sur la joue. Il le regardait appuyé avec la main sur la joue, d'un air un peu fade, regardant son PC comme si ça le lassait. D'un air un peu fade, il regardait son PC et il lui dit alors en touchant sa souris et en touchant le clavier, en écrivant quelque chose, ils se tournèrent alors vers Théo et dit « Je suis là depuis pas longtemps ». Théo s'est assis à côté de lui, l'a embrassé, a retiré ses lèvres, a passé sa main le long de sa joue. D'un geste infime, lui a passé la main sur l'arcade sourcilière, bougeant ses cheveux. Passant sa main dans ses cheveux, il l'a embrassé et lui a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il s'est assis sur ses genoux, a regardé son écran et lui a dit « La rédaction ?»
rien d'intéressant, tu sais. Ils sont alors tous les deux allés se coucher après avoir pris une douche l'un après l'autre. Ils se sont embrassés, se sont regardés l'un l'autre dans les yeux. Et la nuit est tombée, les pièces étaient devenues noires et obscures, et la résidence était plongée dans le noir par-delà La résidence était plongée dans le noir par-delà Théo et Liam qui dormaient ensemble, Derek et Styles qui dormaient ensemble, par-delà la vue plongeante qu'ils avaient par-delà la fenêtre. Il y avait aussi les pièces qui étaient plongées dans l'obscurité à l'intérieur de la résidence, le laboratoire qui était éteint, Allison qui était partie se coucher avec Scott, et Styles qui avait retrouvé des forces et qui dormait auprès de Derek. Tout ça s'était passé durant cette vague de paranormal. On se demandait vraiment qu'est-ce qui avait pu causer la création d'un être paranormal, surnaturel, stellaire, fait de 5 vortex, appelé le Pentagone des 7, qui survolait l'entièreté de la Terre, mais qui n'avait pas d'impact sous terre. Qu'est-ce qui avait bien pu le créer? Qu'est-ce qui avait bien pu l'amener à venir jusqu'ici, en Allemagne, dans les massifs des profondeurs de la forêt noire? Qu'est-ce qui l'avait amené à venir ici? Comment s'avérait-il que cette forme extraterrestre surnaturelle, comment s'avérait-il que cette force surnaturelle extraterrestre, munie d'un pouvoir d'aliénisme, soit venue dans les tréfonds et dans les profondeurs obscures de la forêt noire, dans les massifs des montagnes? Pourquoi est-elle venue là? C'était la seule question qui jonchait l'entièreté des couloirs, qui étaient vides, obscurs et silencieux pendant la nuit. La seule réponse que tout le monde avait en tête. Seulement, cette réponse n'avait pas encore de question, et cette question n'avait pas encore de réponse.